Cette nuit-là, au Sahel, une annonce a fissuré le silence, promettant de déplacer des frontières agricoles réputées immuables. Le contraste est brutal. Un pays associé aux pénuries parle soudain d'abondance, tandis que les contraintes climatiques, logistiques et politiques semblent n'avoir jamais été aussi visibles. Que signifie vraiment, pour les familles et pour l'avenir collectif, la promesse portée par Ibrahim Traoré ? L'horizon paraît neuf, et pourtant, il reste fragile. Cette séquence promet d'éclairer ce qui se joue réellement derrière l'annonce agricole, au-delà de l'effet de surprise initial. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre comment ce projet peut offrir une stabilité alimentaire durable sans dépendre uniquement de l'aide extérieure. Le pari dépasse une simple initiative technique, car il engage la crédibilité politique, la cohésion sociale et la capacité d'un pays sahélien à apprendre de ses propres échecs. Si l'ambition réussit, elle pourrait redessiner les priorités économiques et locales. Si elle échoue, elle risque d'amplifier le scepticisme déjà présent. Entre ces deux pôles, chaque décision pèse lourd car les ressources mobilisées sont limitées et le climat reste imprévisible. Ce qui se joue ici n'est donc pas seulement la survie de jeunes plants, mais la possibilité d'un modèle reproductible qui donnerait aux communautés un levier concret pour reprendre la main sur leur avenir. Les premières semaines ont livré un signal inattendu. Malgré un démarrage chaotique, plus de 20 villages se sont engagés concrètement, transformant une annonce politique en action visible. Ce chiffre reste modeste à l'échelle nationale, mais il marque un basculement net. Le projet ne vit plus seulement dans les discours, il s'ancre dans le quotidien. Ce point de départ éclaire le contexte réel. Le Burkina Faso affronte depuis des décennies des sols épuisés, des nappes phréatiques fragiles et des saisons des pluies trop courtes pour soutenir des cultures exigeantes. Dans le Sahel burkinabé, chaque récolte dépend d'un équilibre instable entre chaleur extrême, vent sec et précipitations irrégulières. Lorsque l'objectif de planter 15 millions de bananiers a été annoncé par Ibrahim Traoré, nombre d'observateurs extérieurs ont immédiatement jugé l'ambition incompatible avec ces contraintes. Pourtant, sur le terrain, la perception a divergé. Dans les villages, l'annonce a été entendue moins comme une promesse spectaculaire que comme une possibilité, même lointaine, de sortir d'un cycle de manque répété. Des groupes de jeunes ont commencé à défricher des terres abandonnées, tandis que des agriculteurs expérimentés partageaient des gestes simples pour protéger les semis du dessèchement. Chaque plant mis en terre devenait une expérience, chaque échec une information. Ce contraste entre scepticisme international et engagement local constitue le cœur de l'attention. Il explique pourquoi, dès le début, le projet s'est construit comme un laboratoire à ciel ouvert où l'apprentissage collectif comptait autant que l'objectif final. Très vite, le projet a pris un visage humain grâce à quelques figures devenues des repères locaux. Dans la région de Kaya, un ancien agriculteur reconnu pour sa capacité à maintenir des cultures malgré les vents secs a assumé un rôle de formateur improvisé. Il montrait comment orienter les jeunes plants pour réduire l'impact du sable, comment creuser des rigoles afin de retenir l'humidité et comment observer les premières feuilles pour détecter les signes de stress hydrique. Autour de lui, des volontaires venus de villages voisins observaient, reproduisaient, puis transmettaient ces gestes à d'autres équipes. Un second exemple s'est affirmé près d'Ouahigouya, où un collectif de femmes habituées aux jardins maraîchers a proposé une organisation différente. Elles ont structuré les parcelles en blocs collaboratifs, réparti les tâches quotidiennes et tenu un registre simple des plants ayant survécu aux premières semaines. Cette méthode, encore artisanale, a pourtant offert un modèle facilement reproductible, circulant plus vite que prévu entre communes. Ces initiatives ont produit des impacts précoces. Les villages n'attendaient plus des consignes venues d'en haut, ils adaptaient les pratiques à leurs ressources, expérimentaient, corrigeaient et partageaient ce qui fonctionnait. Cette autonomie naissante a transformé la perception du programme. Il ne s'agissait plus seulement d'un objectif national lointain, mais d'une suite d'actions concrètes inscrites dans le quotidien. Ce basculement a modifié la dynamique collective. Même lorsque les résultats restaient fragiles, l'idée que l'apprentissage local pouvait générer des solutions crédibles a renforcé la motivation. Le projet a ainsi commencé à produire un effet tangible avant toute récolte significative.
Au fond, une chose ressort, et elle compte pour la suite, l'appropriation locale. Au départ, tout s'est enclenché rapidement. Les jours qui ont suivi l'annonce, les équipes locales ont creusé des fosses, aligné des rangées de jeunes plants et marqué les zones destinées à une irrigation rudimentaire. Les outils circulaient sans pause, les consignes étaient répétées à voix haute, et les anciens vérifiaient chaque alignement. Cette phase d'activation donnait l'impression d'un pays engagé dans une expérimentation collective, où chaque geste comptait et où l'élan semblait suffire à compenser le manque de moyens. Puis est venu le choc. Quelques semaines plus tard, la sécheresse a frappé plus tôt que prévu. Les feuillets des bananiers se sont recroquevillés en quelques heures et les rigoles improvisées n'ont pas retenu l'humidité espérée. Dans plusieurs villages, des dizaines de plants ont jauni presque simultanément. Le sentiment de bascule a été immédiat. Ce qui paraissait possible devenait soudain incertain. Les discussions se sont alourdies, et l'idée même de persévérer a commencé à vaciller. Le point culminant est apparu lorsque les premières rumeurs d'abandon ont circulé. Sur certaines parcelles, les habitants voisins se sont réunis pour décider s'il fallait continuer à investir du temps et de l'énergie dans un programme déjà fragilisé. Les critiques venues de l'étranger, relayées par les radios locales, ont accentué la pression en décrivant l'initiative comme irréaliste pour un pays soumis à un climat aussi instable. La tension psychologique s'est accumulée. Les pertes s'additionnaient, les doutes grandissaient et l'élan initial semblait se dissiper. Pourtant, la dynamique ne s'est pas effondrée. Dans plusieurs villages, de petits groupes ont poursuivi le travail malgré l'épuisement. Ils ont protégé les plants survivants avec des brise-vents de fortune et testé différentes profondeurs de plantation pour limiter l'évaporation. Cette résistance discrète n'a pas inversé la tendance, mais elle a empêché l'abandon total. Peu à peu, certains plants ont montré une capacité de résistance inattendue, souvent grâce à des choix improvisés mais efficaces. C'est à ce moment que le projet est entré dans une phase de réorganisation. Les villages ont commencé à comparer leurs échecs, à identifier les zones légèrement plus humides et à analyser ce qui avait permis à certains plants de tenir. Les échanges entre communes se sont intensifiés, transformant les revers en informations partagées. Cette séquence de répliques a marqué un tournant. L'initiative cessait d'être un simple pari pour devenir un processus d'apprentissage structuré, soutenu par la volonté collective, rappelée à plusieurs reprises par Ibrahim Traoré. Au départ, un premier constat mesurable s'imposait. La base était faible. Dans plusieurs villages du Nord, les habitants ont constaté qu'environ 50% des jeunes plants installés lors de la première phase avaient flétri après quelques semaines. Ce taux élevé signalait une vulnérabilité extrême face à l'évaporation rapide et au vent sec. Puis, un premier changement est apparu avec l'introduction ciblée de l'irrigation goutte à goutte alimentée par l'énergie solaire. Sur les parcelles équipées en priorité, la mortalité des plants est devenue nettement inférieure à celle observée au début. Cette différence s'explique par un contrôle plus régulier de l'humidité malgré l'irrégularité des pluies. Et un autre indicateur est venu des zones où les trous de plantation ont été creusés plus profondément. Dans ces parcelles, le feuillage est resté plus vert et plus souple pendant les pics de chaleur. La rétention accrue de l'eau dans le sol a amélioré la résistance sans infrastructures lourdes. À partir de ces trois repères, les villages ont commencé à structurer leurs observations. Des tableaux simples notaient chaque semaine l'état des feuilles, la vitesse de reprise et les pertes restantes. Cette documentation a permis d'identifier les combinaisons les plus efficaces: profondeur adaptée, protection contre le vent et irrigation maîtrisée. Peu à peu, une méthode reproductible a émergé, transformant des ajustements dispersés en un socle technique partagé. Ces résultats restent fragiles, mais ils montrent un passage clair d'une base très faible à une amélioration mesurable. Ils expliquent pourquoi Ibrahim Traoré insiste désormais sur la discipline collective autant que sur l'innovation, convaincu que la stabilisation dépend de l'accumulation de gains modestes mais vérifiables. Avec le temps, deux lectures contradictoires du programme se sont imposées. La première, portée par plusieurs experts étrangers, avance que l'initiative ne pourra jamais franchir le seuil critique de viabilité. Selon eux, la combinaison d'un sol appauvri, d'une saison sèche prolongée
et d'une absence d'infrastructures hydrauliques lourdes condamne toute culture intensive du bananier dans le Sahel. Dans cette perspective, les pertes massives observées lors des premières semaines ne seraient pas un accident de parcours, mais la confirmation d'une limite structurelle déjà connue. Un second argument, souvent associé à cette lecture critique, concerne la logistique et la durabilité. Même si quelques parcelles montrent une amélioration temporaire, les sceptiques estiment que la maintenance des systèmes solaires, la gestion de l'eau et la coordination entre villages dépassent les capacités actuelles. Ils craignent qu'un projet reposant trop fortement sur la mobilisation communautaire s'essouffle avec le temps, une fois l'enthousiasme initial dissipé et les contraintes climatiques revenues au premier plan. Face à ces positions, une réponse s'est construite à partir des faits observés sur le terrain. Les villages engagés n'ont jamais nié les limites environnementales, mais ils ont montré que certaines hypothèses pessimistes étaient incomplètes. Les données locales indiquent que les plans bénéficiant d'une combinaison d'irrigation maîtrisée, de protection contre le vent et d'une organisation collective rigoureuse présentent une résistance accrue, même lors des pics de chaleur. Ces résultats ne transforment pas le Sahel en zone idéale, mais ils déplacent la frontière du possible. Un second contre-argument concerne précisément la mobilisation sociale. Là où les analyses techniques voyaient une faiblesse, les communautés ont démontré une capacité d'apprentissage rapide. L'échange constant d'expériences, les formations courtes et l'adaptation des méthodes d'un village à l'autre ont créé une dynamique que les modèles théoriques prenaient rarement en compte. Cette force collective ne supprime pas les risques, mais elle réduit la probabilité d'un abandon total. Ainsi, le débat réel ne se situe pas entre succès garanti et échec inévitable. Il se joue dans une zone intermédiaire où les contraintes environnementales rencontrent la capacité d'adaptation progressive d'un pays qui teste, corrige et avance par étapes mesurées. On peut le dire désormais sans forcer le trait. Le projet a déjà changé de nature. Ce basculement ne tient pas à une récolte spectaculaire, mais à une modification silencieuse de la trajectoire. Au cœur de la saison sèche, alors que la fatigue gagnait plusieurs équipes, l'introduction coordonnée de nouvelles pratiques a déplacé le centre de gravité du programme. Les systèmes d'irrigation goutte à goutte, alimentés par l'énergie solaire, testés au départ sur quelques parcelles isolées, ont commencé à produire des effets visibles et reproductibles. Les feuilles devenaient plus souples, la couleur plus vive, et les plants résistaient davantage aux journées brûlantes. Dans certaines zones, cette amélioration a été renforcée par des ajustements simples mais décisifs. Les trous de plantation plus profonds ont permis de retenir l'humidité au-delà des premières heures de chaleur, tandis que des brise-vents improvisés limitaient l'évaporation. Ces choix n'étaient pas imposés d'en haut, ils circulaient d'un village à l'autre, portés par l'observation directe et l'échange d'expériences. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré a pris une dimension différente. Son discours n'insistait plus seulement sur l'objectif des 15 millions de plants, mais sur la nécessité de consolider ce qui fonctionnait déjà. Le projet cessait d'être perçu comme un pari uniforme et devenait un ensemble de trajectoires locales inégales mais convergentes. Cette révélation change la lecture globale. La question n'est plus de savoir si tout réussira, mais jusqu'où cette stabilisation progressive peut transformer l'essai initial en dynamique durable. Les effets du programme se manifestent désormais de manière différenciée selon les groupes concernés, dessinant une cartographie d'impact plus précise que lors des premières annonces. Pour les institutions locales, le changement est d'abord organisationnel. Les communes impliquées ont commencé à structurer des routines inédites, relevés réguliers de l'état des plans, réunions intervillages, partage des pratiques les plus efficaces. Cette discipline nouvelle, encore fragile, a amélioré la coordination autour de l'eau et des sols. Elle a aussi renforcé la capacité de planification, un acquis rare dans des zones longtemps soumises à l'urgence permanente. Les prises de parole d'Ibrahim Traoré ont accompagné cette évolution en rappelant que la cohérence collective constituait désormais un indicateur aussi important que la survie des plans. Du côté des petites activités économiques, les retombées apparaissent plus progressivement, mais elles sont tangibles. Dans plusieurs communes, des coopératives, souvent dirigées par des femmes, ont commencé à transformer les bananes issues des parcelles les plus stables en produits destinés aux marchés locaux. Cette transformation artisanale a créé de nouvelles sources de revenus et réduit la dépendance à des circuits extérieurs coûteux.
Même à faible volume, cette activité a permis de tester des chaînes d'approvisionnement simples mais fonctionnelles, offrant aux participantes une expérience organisationnelle précieuse. L'impact économique reste limité, mais il introduit une diversification qui n'existait pas auparavant. Pour les familles rurales, l'effet c'est d'abord psychologique et social. La présence de plants plus résistants, capables de traverser une partie de la saison sèche, a instauré une forme de stabilité émotionnelle. La perspective de récolte partielle, même modeste, atténue l'angoisse liée aux pénuries récurrentes. Cette amélioration a renforcé les réseaux d'entraide. Partage de l'eau, surveillance collective des parcelles, entraide lors des périodes de stress climatique. Dans ce contexte, le projet n'est plus perçu comme une promesse abstraite, mais comme une accumulation d'efforts quotidiens qui redonnent du sens au travail agricole. Le quatrième groupe, celui des jeunes et des communautés élargies, a été profondément marqué. Les ateliers de formation ont modifié les relations intergénérationnelles. Les anciens transmettaient leurs gestes d'adaptation, tandis que les plus jeunes expérimentaient des solutions techniques liées à l'irrigation solaire. Cette complémentarité a transformé plusieurs villages en laboratoires à ciel ouvert. Pour de nombreux jeunes, participer à cette dynamique a ouvert une alternative crédible à l'exode en leur offrant un rôle actif dans la transformation locale. Ibrahim Traoré a régulièrement souligné cet aspect, voyant dans cette mobilisation une base essentielle pour la continuité du programme. Pris ensemble, ces effets dessinent un tableau nuancé. Aucun groupe ne bénéficie d'un bouleversement immédiat, mais chacun enregistre des gains spécifiques, encore fragiles, qui convergent vers une stabilisation progressive. C'est cette convergence, plus que les chiffres bruts, qui indique que le projet commence à produire des conséquences durables. À partir des tendances observées, on peut envisager 3 trajectoires plausibles pour les mois à venir, chacune dépendant de la capacité collective à maintenir les ajustements déjà engagés. Dans l'option la plus probable, les techniques actuelles sont appliquées de façon régulière, sans extension rapide. L'irrigation solaire fonctionne sur les parcelles prioritaires, les protections contre le vent sont entretenues, et les villages stabilisent une partie de la production. Les progrès restent modestes, mais cumulés. Ils suffisent à préserver la motivation communautaire et à consolider les coopératives existantes. Le projet avance lentement, sans rupture majeure. Dans l'option la plus favorable, la diffusion des pratiques efficaces s'accélère entre communes. Les formations sont mieux coordonnées, la maintenance des systèmes solaires devient plus fiable et les échanges d'expériences réduisent les erreurs répétées. Les plants gagnent en robustesse, permettant des récoltes partielles plus fréquentes. Les coopératives féminines élargissent leurs capacités, attirant un intérêt régional croissant. Si cette dynamique se maintient, le programme pourrait dépasser le stade expérimental et devenir un modèle reproductible à plus grande échelle. Dans l'option la moins favorable, tout reposerait sur un choc climatique prolongé. Une sécheresse intense ou une succession de vents secs pourrait annuler une partie des gains obtenus. Les plants les plus jeunes seraient les premiers touchés, fragilisant les parcelles encore instables. Si la démotivation s'installe, la mobilisation humaine pourrait se disperser. Dans ce cas, le projet ne s'effondrerait pas brutalement, mais entrerait dans une phase de ralentissement sévère, obligeant à se recentrer sur quelques zones plus résilientes. Ces 3 projections convergent vers une même leçon. Si les conditions restent maîtrisables, alors la continuité des efforts peut transformer des améliorations locales en dynamique durable. Sinon, la priorité devra être la préservation des acquis essentiels plutôt que l'expansion. À ce stade, le projet touche le spectateur par des effets qui dépassent le cadre strictement agricole. Pour un premier groupe, celui des observateurs intéressés par les politiques publiques et le développement, l'expérience burkinabé offre une leçon de méthode. Elle montre comment une initiative peut évoluer sans plan parfait, en s'appuyant sur des ajustements continus plutôt que sur des infrastructures lourdes immédiatement disponibles. Cette approche met en évidence la valeur de la progression incrémentale, souvent sous-estimée face aux modèles plus centralisés. Un second groupe, composé de citoyens vivant dans des régions exposées à des contraintes climatiques similaires, peut y reconnaître des situations familières. La gestion de l'eau,
L'importance de l'organisation collective et la transmission de savoirs pratiques résonnent avec des réalités vécues ailleurs. Le projet rappelle que des solutions imparfaites, mais partagées, peuvent créer une stabilité relative, là où l'attente de réponses idéales conduit souvent à l'inaction. Cette reconnaissance favorise une lecture moins spectaculaire, mais plus concrète du changement. Le troisième groupe concerne ceux qui s'interrogent sur leur propre rôle face aux transformations en cours. Le récit souligne que l'impact ne provient pas uniquement des décisions prises au sommet, mais aussi de la capacité des communautés à s'approprier, documenter et améliorer ce qu'elles entreprennent. Pour le spectateur, cela ouvre une réflexion sur l'engagement à petite échelle. Observer ce qui fonctionne, soutenir les initiatives locales crédibles et accepter que les résultats prennent du temps. Deux pistes émergent alors. La première consiste à prêter attention aux indicateurs discrets plutôt qu'aux annonces spectaculaires. La seconde invite à considérer la valeur du collectif dans des contextes où les ressources sont limitées. Sans proposer de modèle universel, cette expérience offre un miroir. Elle interroge la manière dont chacun évalue le progrès entre attentes immédiates et transformations patientes. Pour consolider les avancées observées, le programme doit désormais s'appuyer sur une organisation plus méthodique, capable de résister aux variations extrêmes du Sahel. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route pragmatique s'est progressivement dessinée autour de responsabilités clairement réparties et d'indicateurs simples mais vérifiables. D'abord, les comités villageois entrent en jeu. Leur rôle consiste à identifier les parcelles les plus résilientes et à établir un calendrier d'entretien hebdomadaire. Chaque équipe note l'état des feuilles, la fréquence des arrosages et les pertes éventuelles. Ces relevés servent d'outils d'alerte précoce et permettent d'ajuster la gestion de l'eau au plus près des réalités locales. Ensuite, les agriculteurs expérimentés sont mobilisés pour animer des formations courtes et ciblées. Ils expliquent les protections contre le vent, la profondeur optimale des trous de plantation et l'usage rationnel des systèmes solaires. Les villages les plus avancés accueillent ces sessions afin d'accélérer la diffusion des pratiques fiables. Le critère de suivi est simple, réduire visiblement le nombre de plants flétris durant les 10 premières semaines, puis les équipes techniques locales prennent le relais. Elles assurent la maintenance des dispositifs d'irrigation goutte à goutte, harmonisent les horaires d'arrosage et organisent des contrôles mensuels. L'objectif est d'éviter que des pannes mineures n'annulent des semaines d'efforts collectifs. Enfin, les groupes féminins et les communes sont directement impliqués. Les coopératives développent les premières chaînes de transformation, tandis que les autorités locales établissent des points de collecte pour les plants les plus robustes. L'indicateur clé devient la capacité à maintenir un flux continu, même réduit, de produits dérivés. Cette feuille de route ne promet pas de résultats immédiats. Elle vise à transformer un ensemble d'initiatives dispersées en un mécanisme reproductible, condition essentielle pour inscrire le programme dans la durée. Dans plusieurs villages, les gestes transmis lors des premières semaines sont devenus un repère partagé. Les mêmes rigoles creusées à la hâte, les brise-vents bricolés avec des moyens limités et les orientations précises des jeunes plants racontent aujourd'hui une histoire plus large. Ils rappellent que la transformation n'a jamais reposé sur une solution spectaculaire, mais sur une patience collective construite jour après jour. Ce sont ces gestes répétés et corrigés qui ont permis au projet de franchir ses premières zones de fragilité. Ce rappel renvoie aux figures évoquées plus tôt, ces agriculteurs et ces collectifs qui ont servi de guides informels. Leur rôle n'était pas de promettre un succès garanti, mais de maintenir un cap lorsque les pertes semblaient décourageantes. Dans ce contexte, chaque feuille redevenue verte au cœur de la saison sèche a pris une valeur symbolique, celle d'un effort qui refuse de disparaître malgré les revers. Lorsque Ibrahim Traoré évoque la suite du programme, il insiste sur cette continuité. Pour lui, les plans qui tiennent debout incarnent moins une victoire technique qu'une preuve de cohésion. Il témoigne d'une capacité à apprendre ensemble, à ajuster sans renoncer et à transformer l'incertitude en moteur d'action. Et, peu à peu, une idée s'impose, simple et persistante. La constance peut devenir une force politique et sociale. Au terme de ce parcours, le projet dépasse le cadre d'une simple expérimentation agricole. Il devient un symbole plus large, celui d'une société qui cherche à s'appuyer sur ses propres ressources pour réduire sa vulnérabilité.
Les bananiers, encore jeunes, alignés sur des terres longtemps jugées stériles, incarnent une tentative de réappropriation de l'avenir, lente mais assumée. Ils rappellent que la transformation ne surgit pas d'un événement unique, mais d'une accumulation de choix quotidiens portés collectivement. Pour le spectateur, qu'il vive au Burkina Faso ou ailleurs, cette histoire ouvre une réflexion plus universelle. Elle invite à observer comment des communautés confrontées à des contraintes extrêmes peuvent créer de la stabilité sans attendre des conditions idéales. Elle interroge aussi la manière dont chacun évalue le progrès par des résultats immédiats ou par la capacité à maintenir un engagement commun malgré l'incertitude. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme la fin du récit que comme un point de passage, reliant une ambition nationale à des réalités locales multiples. La suite dépendra de la persévérance de ceux qui cultivent ces parcelles et de l'attention accordée à ce qui fonctionne déjà. La question reste ouverte, volontairement. Jusqu'où une société peut-elle aller lorsqu'elle choisit de bâtir son avenir sur l'effort partagé plutôt que sur l'attente de solutions parfaites ?